Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Près de 12 000 morts, la partie nord de la bande de Gaza vidée de ses habitants. L'armée israélienne qui cible et qui entre dans les hôpitaux, tel est le tableau en ce 40e jour. Depuis le début de la guerre entre Israël et les mouvements de la résistance palestinienne. À ce jour, aucun objectif annoncé par le gouvernement israélien n'a été atteint. Pas de libération des otages ni de démantèlement du Hamas, alors que les roquettes tirées depuis Gaza continuent de créer la panique dans plusieurs villes israéliennes. Quelle perspective à ce conflit à l'heure où la communauté internationale peine à obtenir ne serait-ce qu'une trêve humanitaire? On en parle avec notre invité, il s'agit de Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, que nous avons le plaisir de retrouver. Bonjour à vous, Emmanuel Dupuy. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. 40 jours après le début de cette guerre, quel bilan, Emmanuel Dupuy? Écoutez, il est mesuré, vous l'avez évoqué, on n'a pas la preuve que le Hamas est démantelé et pourtant l'armée israélienne, depuis le 27 octobre, a lancé son initiative visant à éradiquer, je cite les mots du ministre de la Défense, cette organisation considérée, je le rappelle, par l'Union européenne et un certain nombre de pays comme une organisation terroriste. Et évidemment, il y a de l'autre côté, vous l'avez mentionné, les images le prouvent, un nombre important de victimes. Le bilan est peut-être à nuancer. Vous avez évoqué 10 à 12 000, c'est les chiffres que l'on entend souvent. Néanmoins, ils émanent d'une partie du conflit, en l'occurrence le ministère palestinien de la Santé, qui est proche du Hamas. En tout cas, il y a un nombre incalculable et évidemment trop nombreux de victimes civiles, vous l'avez rappelé, selon le droit humanitaire international, selon les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977, on ne cible pas des objectifs civils, que ce soit les hôpitaux ou les écoles, à moins que l'on apporte la preuve qu'il s'agit de structures qui sont utilisées par des organisations terroristes à des fins militaires. C'est tout l'enjeu du débat. Est-ce que le Hamas utilise sciemment ces hôpitaux pour lancer ses attaques? Je rappelle que les opérations militaires continuent de part et d'autre avec des roquettes qui partent de la bande de Gaza vers le territoire israélien et comme cette terrible image le montre aussi, des bombardements incessants depuis 40 jours, depuis le 7 octobre. Néanmoins, l'opération terrestre, la deuxième phase de l'opération terrestre, est plus récente puisqu'elle a été lancée le 27 octobre dernier. Alors, quand même, on s'interroge sur finalement la tournure que devrait prendre cette intervention israélienne à Gaza. Alors, la première partie, ou bien la partie nord de la bande de Gaza a été vidée presque de ses habitants. Peut-être qu'il risque d'en être le même pour la bande sud, la partie sud de la bande de Gaza. Alors, finalement, si une guerre d'usure s'installe, quels sont les scénarios à prévoir? Bon, déjà, je ne crois pas qu'il y aura une évacuation totale de la bande de Gaza. Je crois qu'aucun des partis prenants, que ce soit évidemment les autorités palestiniennes, alors je pense les autorités palestiniennes légitimes, celles qui sont issues d'un vote démocratique et non pas le Hamas ni le djihad islamique, comme je le disais, considérés comme organisation terroriste, il n'y a aucune raison que les Palestiniens soient chassés de leurs terres. En tout cas, ça reviendrait à aller à l'encontre des résolutions onusiennes, la résolution 181 de 1947, la résolution 242 de 1967, qui précise qu'il y a bien la nécessité de construire et de bâtir ensemble deux États, un État juif et un État palestinien, sur le même territoire. Je ne crois pas non plus que les autorités des pays voisins, et précisément le pays voisin le plus concerné, l'Égypte, voient d'un très bon œil, voire même n'incite à ce qu'il y ait un déplacement massif de population palestinienne. Je crois d'ailleurs que ça embête beaucoup plus le président Abdel Fattah el-Sisi d'avoir des réfugiés palestiniens, tout comme cela fut le cas avec le Liban ou la Jordanie ou la Syrie après les conflits qui ont opposé ces pays à Israël en 1948, en 1967 et en 1973 et en 1982 pour le Liban. Donc je ne crois pas qu'il y aurait une évacuation totale de Gaza. Néanmoins, votre question est très bien posée. Que fait-on après? Imaginons que le Hamas soit éradiqué, en tout cas c'est l'objectif des forces armées israéliennes, si on en croit le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Si l'on considère
que les responsables politiques à Jérusalem et à Tel Aviv, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui évoque de manière très imprécise le jour d'après. Va-t-il y avoir une réoccupation de Gaza comme ce fut le cas avant 2005? Va-t-il y avoir l'installation d'une autorité sous contrôle politique, d'une autorité palestinienne sous contrôle politique israélien? Va-t-il y avoir un remplaçant ou un remplacement plutôt du Hamas? Va-t-il y avoir un retour de l'autorité palestinienne ou du Fatah qui est au pouvoir en Cisjordanie mais qui a perdu le pouvoir à Gaza en 2006? Ou va-t-il y avoir de nouveau une mobilisation de la part des voisins? On sait que le Qatar et les Émirats arabes unis ont déjà proposé de reconstruire ce que Israël est en train de détruire. On le sait que c'est évidemment un sujet très sensible pour les opinions publiques des pays qui néanmoins ont normalisé leurs relations avec l'État d'Israël. Je pense à la Jordanie et à l'Égypte. Bref, quel va être l'avenir de l'administration de ce territoire, peuplé de 2,3 millions d'habitants? Vous l'avez mentionné, une bonne partie des Gazaouis ont quitté le nord du pays, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent quitter la totalité de leur territoire. Mmh. Alors, justement, dans le long terme toujours, parce que là, on est à 40 jours après le lancement de ce conflit. Alors, pensez-vous réellement, et vous l'avez dit que peut-être ce n'est pas dans l'intérêt de l'armée israélienne, mais sur le plan opérationnel, pensez-vous qu'il est possible à l'armée israélienne de continuer ce siège de Gaza dans la durée et de pouvoir affronter ainsi les mouvements de la résistance palestinienne qui, je le rappelle, peut-être ont des stratégies basées sur leurs tunnels? Alors l'objectif évidemment de Tsahal est de détruire les tunnels et les caches d'armes et les blocus dans lesquels se trouvent les responsables politiques du Hamas. Ça a été relayé plusieurs fois par les autorités israéliennes. Leur objectif est bien de trouver les responsables de l'attaque commise le 7 octobre dernier par le Hamas et le djihad islamique en territoire israélien, je le rappelle, 1400 morts, et pour l'instant toujours, même si les preuves de vie ne sont pas là, 222 précisément, otages qui sont encore ou qui seraient encore retenus dans la bande de Gaza. L'éradication du Hamas est un objectif militaire, ce n'est pas un objectif politique. Ou dit autrement, il est tout à fait possible que les principaux responsables, les principales caches d'armes, qu'une partie des tunnels, je rappelle qu'il y en a plus de 1300, donc ça va être compliqué de détruire la totalité de ces tunnels, alors que l'offensive, comme je le disais, elle n'a pas commencé il y a 40 jours, mais il a commencé il y a à peu près il y a une dizaine de jours, une vingtaine de jours. Donc il y a un objectif à court terme et puis un flou sur l'objectif politique à long terme. Car il est tout à fait illusoire de penser que la mise hors d'état de nuire, l'élimination, la neutralisation de ce que Tsahal et Israël considèrent comme ceux à l'origine des attaques du 7 octobre, il est illusoire de penser que cet objectif militaire qui vraisemblablement va être atteint répondra à la question du devenir de la demande légitime du peuple palestinien à vivre en paix avec Israël et accessoirement de disposer d'un État. Vous avez fait mention du fait qu'il y a un hiatus entre l'agenda cisjordanien et l'agenda gazaoui avec des responsables politiques ou politico-militaires qui n'ont pas la même vision de la manière d'obtenir cet État palestinien. Alors, aussi se pose cette question d'humanisme tout court. Est-ce qu'au XXIe siècle, un État moderne, un État, en tout cas à l'image d'Israël, est-ce que la communauté internationale quand même a le droit ou peut continuer d'accepter de voir ce qui se passe actuellement en termes de massacre de populations civiles? La communauté internationale a été prompte à dénoncer ce que vous évoquez précisément. Un certain nombre de résolutions, le 17 octobre dernier, ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire. Si on regarde bien le nombre de pays qui l'ont voté, 120 pays l'ont voté, 14 ont été contre, 45 se sont abstenus. Si on prend le dernier vote
onusien. Il est tout à fait récent, puisqu'il remonte au 11 novembre, le 9 novembre, pardon, avec 145 pays condamnant la colonisation, je rappelle illégale selon les résolutions onusiennes, à la fois sur la colonisation israélienne, pardon, à la fois des colons israéliens sur le plateau du Golan, du Jérusalem-Est et Cisjordanie. Je crois que la communauté internationale fait de son mieux. Vous montrez à l'image Antonio Guterres, qui est un petit peu désarmé et démuni. Un certain nombre de personnes souhaitent qu'il démissionne, c'est le cas d'Israël. Un certain nombre d'autres pays sont assez interloqués par l'absence de réaction de la communauté internationale outre l'ONU, et puis bien évidemment un certain nombre de pays du voisinage se sont mobilisés. Prenons l'exemple de la réunion qui s'est déroulée la semaine dernière à Riyad, la réunion rassemblant la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique. Même s'il y a eu des divergences d'approche sur la réponse à donner à Israël, il y a eu un consensus généralisé pour appeler à un cessez-le-feu immunitaire immédiat et pas temporaire, qui soit permanent ou qui permette évidemment de trouver une issue politique, puisque c'est bien la difficulté. Il y a actuellement des opérations militaires et d'une certaine manière, la position française qui a pu être interrogée sur le fait qu'elle appelle en même temps à un cessez-le-feu humanitaire. Ça a été rappelé par le président Macron lors d'une interview qu'il a faite il y a quelques jours pour la BBC, et en même temps reconnaît le droit d'Israël à se défendre, ou au moins de répondre à l'attaque qui a été commise à son encontre le 7 octobre dernier. Alors, il y a aussi le cas des États-Unis, le président Biden. On sait que dans un an, on a les élections aux États-Unis. Alors, ce soutien de Biden, est-ce un soutien, selon vous, obligé, ou est-ce un soutien, disons, par principe, sur lequel les États-Unis sont connus, c'est-à-dire ce droit d'Israël à se défendre? Est-ce c'est une pression des élections qui se profile à l'horizon, ou pensez-vous que les États-Unis estiment qu'il y a un droit légitime de défense? Bon, déjà, il y a une concomitance d'agenda depuis la création de l'État d'Israël, avec la déclaration unilatérale d'indépendance en 1948. Les États-Unis furent le premier pays, 11 minutes après la déclaration du Premier ministre Ben Gurion, reconnaissant l'État d'Israël. Donc il y a depuis le début un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Sur les 88 vétos que les Américains ont utilisés au Conseil de sécurité des Nations Unies, la moitié ont été pour défendre Israël, 44 précisément. Si on continue dans ce sens, les États-Unis ont fourni une aide de 240 milliards de dollars depuis la création d'Israël, avec près de 64 milliards consacrés à la défense. Le président Biden a eu des prédécesseurs, que ce soit le président Trump ou que ce soit le président Obama. Ils n'ont pas dénaturé cette relation ou remis en cause cette relation. Le président Obama a signé, par exemple, un soutien d'une dizaine d'années jusqu'en 2018, de 2018 à 2028, avec la mise à disposition et l'aide annuelle de près de 3,8 milliards de dollars en termes d'armement. Donc, de ce point de vue, il y a un soutien indéfectible des États-Unis, non pas par obligation, mais par habitude historique, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y a aussi, il faut le rappeler, une importante communauté juive qui vit aux États-Unis. Le deuxième foyer juif dans le monde, après Israël, ce sont les États-Unis. Le troisième étant la France, faut-il le rappeler également. Il y a aussi, du point de vue du président Biden, un autre agenda, qui est un agenda qui vise à convaincre les parlementaires, et c'est compliqué car on le sait, la majorité présidentielle est minoritaire, enfin le gouvernement Biden, les démocrates sont minoritaires à la Chambre des représentants, et ils sont très légèrement, à une voix près, majoritaires au Congrès. Donc le président Biden ne peut pas faire comme il le souhaiterait et ne peut pas voter, par exemple, le soutien indéfectible et à Israël et à l'Ukraine, car c'est là un autre agenda. On lie désormais l'aide militaire, humanitaire et le soutien diplomatique à l'Ukraine et à Israël, et c'est évidemment une épée de Damoclès et une pression sur les épaules de Joe Biden. C'est le 17 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, qu'il y a un risque de shutdown s'il n'y a pas un vote qui est abouti à la Chambre des représentants et ensuite au Sénat. Le gouvernement américain sera tenu de déclarer donc la fermeture des institutions, ce qui bloquera toute aide, quelle qu'elle soit, quel que soit le contexte, que ce soit en Ukraine ou en Israël.
Donc le 17 novembre, c'est ce vendredi. Alors, cela dit, il y a aussi la pression, si on revient au Proche-Orient côté israélien, de ces familles des victimes. Alors, que réclament-elles? Certes, c'est la libération des otages, hein, voilà, des familles des otages, mais comment veulent-elles que le gouvernement israélien procède? Alors, la question des otages est une question particulièrement sensible. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve de vie. En tout cas, le Hamas n'a pas apporté de preuve de vie sur quelques 220 deux otages américaines ont été libérés, il faut le rappeler. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de flou. En tout cas, les familles israéliennes mettent la pression sur le gouvernement Netanyahou, qui est acculé pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a une responsabilité de sa part dans la manière dont il n'a pas su prévenir l'attaque du 7 octobre. Les règlements de compte politiques adviendront après les opérations militaires, comme je le disais précédemment. Il y a de la part dans la société israélienne beaucoup qui s'interrogent sur la personnalité même de Benjamin Netanyahou et surtout ceux qui composent son gouvernement, qui sont évidemment qui composent le gouvernement le plus à droite depuis 1948, avec là aussi des réflexions sur un certain nombre de va-t-en-guerre qui sont en train non seulement d'envenimer la situation vis-à-vis de Gaza, mais surtout en train d'en créer de nouvelles, que ce soit sur le plateau du Golan et surtout en Cisjordanie, avec par exemple l'armement des colons dont on sait qu'ils ont mené quelques exactions en Cisjordanie il y a quelque temps. Donc la question de la mobilisation de la société civile ou de l'opinion publique israélienne sera déterminante sur la conduite des opérations, sur la temporisation des opérations militaires ou la mise en place d'une trêve humanitaire qui aboutirait au début, espérons-le, d'une négociation ou en tout cas d'un début de dialogue politique qui pour l'instant n'advient pas car tout simplement les deux interlocuteurs ne veulent pas s'y atteler. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Emmanuel Dupuis. Je rappelle que vous êtes le président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Média TV.